Deuxième partie, nous a rejoint sur le plateau Adissa Alira. Vous êtes consultante en formation, bienvenue. Merci. Et nous sommes toujours en compagnie de Adama Koulibaly, porte-parole du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso, et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Tout de suite, le dossier du jour. Le Burkina Faso vient de connaître un coup d'État militaire. Parmi les revendications des putschistes, à savoir le régime de sécurité présidentielle, il y avait la réintégration des personnes qui avaient été exclues des élections. Le code électoral est d'ailleurs toujours objet de controverses. Deogratias Podo. Le 7 avril 2015 au Burkina Faso, un nouveau code électoral avait été adopté par 75 voix pour, 10 contre et 3 abstentions par les députés de la transition. Dans les grandes lignes, une disposition en particulier, l'article 135 déclarait inéligibles toutes les personnes ayant soutenu le changement de la Constitution portant atteinte au principe de l'alternance démocratique. Promulgué 3 jours plus tard par le président de la transition Michel Kafando, le nouveau texte va dès lors déclencher une polémique au sein de la classe politique burkinabé. Les exclus vont saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Celle-ci a rendu sa décision le 13 juillet 2015 par un arrêt diversement interprété. Mais alors, quelles sont les dispositions de ce document controversé au pays des hommes intègres, à la veille des échéances électorales? Aura-t-il un impact sur l'épilogue de la transition, récemment marqué par un coup d'État le 16 septembre 2015? Au sein de la classe politique et de la société civile burkinabé, difficile de trouver un consensus sur la participation des proches de l'ancien président Blaise Compaoré aux prochaines élections présidentielles et législatives. Entre fermeté et laxisme, les opinions divergent, même si dans chaque camp, l'on met en avant l'intérêt supérieur de la nation. Le code électoral est le reflet de ce que les Burkinabés ont connu. Il y a eu une volonté d'internaliser les décisions de l'Union africaine sur la question des tentatives de violation de l'alternance que la CEDEAO a sanctionné. Mais je reste convaincu que ce code-là n'est pas un code de la discorde, c'est un code qui fait avancer notre pays. J'ai été l'un des premiers, n'est-ce pas, à m'insurger contre la mesure de dissolution qui a frappé le CDP. Il faut absolument laisser les partis politiques mener leur vie. Et quand ils s'écartent, n'est-ce pas, des règles qui régissent la vie et le fonctionnement des partis, il est important effectivement de les sanctionner dans ce sens-là. Les individus aussi qui posent des actes doivent répondre. Dans son arrêt, la Cour de justice de la CEDEAO dénonçait le caractère ambigu des critères de l'exclusion. Pour elle, cette action était en violation des droits de l'homme, des libertés d'opinion, y compris politiques, notamment en ce qui concerne la liberté de participer aux élections et d'être élu. Une décision qui, elle aussi, a évidemment entraîné de nombreuses réactions dans le pays, car si pour certains la justice régionale semblait s'opposer à ce qu'ils qualifient de coup de force des actuelles autorités, pour d'autres, l'État burkinabé reste souverain. C'est une exclusion arbitraire, injustifiée, et que seul le Conseil constitutionnel saura justifier. Cela montre justement que le Burkina est devenu un État de non-droit. Au-delà de ça, ce n'est pas une question de personne ni une question d'individu. Il est inacceptable aujourd'hui qu'un parti comme le CDP ne puisse pas avoir un candidat pour la présidentielle. Il ne faut pas se leurrer. Dans tous les pays du monde, le code électoral est le reflet d'une situation donnée, politiquement et sociologiquement. Et ce code-là correspond à notre réalité politique et sociologique issue de l'insurrection d'octobre 2014. Quoi qu'il en soit, malgré les remous, rien n'y fit. Le code électoral est resté en vigueur. De toute évidence, la division des acteurs politiques est aujourd'hui davantage remarquable, mais certains se veulent optimistes. Le processus démocratique est en cours, certaines mesures devront être réexaminées si nécessaire. Il s'agira de garantir la cohésion et la stabilité sociale et économique du pays. Moi, je pense qu'il aurait peut-être mieux fallu mettre en branle la justice pour un peu peut-être empêcher ceux on estime qu'ils ont été à la base de tous ces problèmes-là, au lieu vraiment de mettre une loi électorale qui effectivement, comme l'a souligné la CEDEAO, frappait les gens en masse. Mais bon, aujourd'hui c'est une loi est une loi et il faut l'appliquer. La question est de savoir quelles sont les balises qu'on peut mettre pour, j'allais dire, discipliner un peu la classe politique. Maintenant, il serait peut-être opportun pour le pouvoir à venir de regarder de près ce code-là et de corriger ce qui doit l'être afin que nous puissions avoir un document de cadrage qui puisse servir à policer
la vie politique du Burkina Faso. À Ouagadougou, le climat demeure de toute évidence tendu. Même si l'idée d'une nation réunie et engagée sur la voie d'un développement économique taraude encore les esprits, il va sans dire que l'enjeu sera d'améliorer les conditions de vie des populations. Sauf que dans un camp, l'on estime que la décision d'éjecter certains acteurs politiques du processus est une grave erreur, à la limite préjudiciable à l'avenir du pays. Dans le même temps, pour d'autres, cette situation n'est que le reflet de la volonté du peuple. Une bonne partie de l'électorat ne va pas se retrouver au niveau des présidentielles, en tout cas, en termes de possibilités de choix, puisque tous les candidats majeurs de l'ex-majorité ont été frappés tout purement et simplement d'inéligibilité, ce qui est un déni de démocratie. L'exclusion aujourd'hui s'avère être le seul moyen pour les gouvernants d'aujourd'hui de s'assurer de gagner les élections prochaines. Parce qu'une participation de cette ex-majorité signifierait forcément, de manière inéluctable, leur défaite, c'est-à-dire la remise en cause même du fondement idéologique et politique des événements des 30 et 31 octobre 2014. Bon, il n'en est rien. Eux-mêmes, ils savent que bon, cette révolution, ou plutôt cette insurrection, a été très clémente envers eux. Du reste, personne n'a été banni de la société. Ils sont là. C'est ceux qui ont quelque chose à se reprocher, sans même être poursuivis, qui sont en dehors du pays. Sinon, tout le monde est là. Les défis seront sans doute plus importants et plus délicats pour les autorités en charge de la destinée du peuple burkinabé. Une nouvelle modification du code électoral sera-t-elle effective après les recommandations des chefs d'État de la CEDEAO réunis à Abuja le 22 septembre 2015? En attendant, 14 candidats sont déjà positionnés pour les prochaines élections présidentielles. Initialement prévues pour le 11 octobre 2015, ces élections ont été reportées. Elles devraient se tenir avant la fin de l'année 2015. Adissa Alira, selon vous, le code électoral doit-il être révisé? Moi, je dirais que le code électoral, dans tous les pays, et le Burkina Faso ne fait pas une exception, répond avant tout à des réalités du pays en question. Donc, la question n'est pas tant d'être révisé ou pas, c'est comment on répond aux besoins de la démocratie et de l'ensemble des citoyens au Burkina Faso. Bien entendu, le pays, comme tant d'autres, est membre de la CEDEAO et la CEDEAO donne son idée, son avis sur des questions de droit de façon générale. Et le Burkina s'inscrit de toute façon dans cette optique-là. Le Burkina a également sa constitution qui est la loi au-dessus de toutes les lois. Les deux choses ne s'opposent pas, elles se complètent. Je fais confiance à l'ensemble des acteurs au niveau du pays, qu'ils fassent ce qu'il y a lieu de faire. S'il faut retoucher le code, je pense qu'il sera retouché, mais aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que c'est une question sur laquelle je ne peux pas vous répondre. Est-ce que selon vous, le code électoral répond aux réalités du Burkina Faso, tel qu'il est en ce moment? Complètement oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Des aménagements, s'il y a lieu de les amener, seront sans doute apportés. Mais aujourd'hui, le Burkina est dans une situation où on n'a pas encore retrouvé ce que je qualifierais de paix sociale. Et la raison principale en est que les élections qui devaient avoir lieu le 11 octobre ont été repoussées à une date ultérieure. Donc voilà, bien entendu, ne serait-ce que sur le délai, je peux me risquer à dire que voilà, il y a déjà quelque chose qui n'est pas là. Maintenant, moi, je fais confiance aux acteurs politiques burkinabés avant tout, qui ne sont là que pour dire et traduire de toute façon la volonté du peuple qui s'est exprimée très clairement. Adama Coulibaly, vous êtes d'accord? Quelle est votre position sur ce code électoral? Je pense qu'il faut quelques préalables. D'abord, tout droit positif est l'émanation d'un rapport de force. Ça, c'est clair. Et ensuite, la démocratie, me semble-t-il, l'électoralisme n'est pas un fourre-tout. Alors, quand on parle de démocratie, c'est un des aspects de la vie politique, de l'humanité, de l'humanisme en politique, en fait. Donc, quand on parle d'élection,
c'est pour que le peuple puisse choisir les représentants qui vont gérer au mieux la cité. Ceci étant dit, nous sortons d'une période où nous avons été pris en otage pendant 3 décennies par des gens qui, manifestement, n'étaient pas des démocrates. Ils l'ont prouvé. Ils l'ont prouvé avant, pendant les 27 ans de gestion, et l'ont prouvé aussi quelques temps après. Puisque, lorsque ce code a été mis en place, curieusement, ils se sont réveillés comme étant des gens qui sont intéressés par le droit, par la légalité, ainsi de suite. Alors qu'auparavant, il y a eu des assassinats, il y a eu beaucoup des OPA sur les entreprises les plus rentables du pays, et donc des crimes économiques. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas, la CEDEAO non plus n'avait pas parlé en ce moment, même avec les crimes économiques. Donc, là, suite à une insurrection, nous avons affaire à une situation très particulière. Et en l'espace de quelques mois, on nous demande de faire ce qu'on n'a jamais exigé à Blaise Compaoré pendant 27 années. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, ce code-là était l'émanation de la volonté populaire à travers ses représentants qui étaient au Conseil national de la transition. Et là, ça a été voté donc par ça, donc il faut l'appliquer. Et le Conseil constitutionnel l'a appliqué d'ailleurs avec la manière, en disant le droit burkinabé est souverain. Voilà ce que la CEDEAO dit. Le Burkina n'a pas encore ratifié cette décision de la CEDEAO, donc nous appliquons ce qui existe dans les textes. Mais il faut dire une chose importante, et je vais m'en arrêter là, une chose très importante, c'est que dans les situations insurrectionnelles, qu'est-ce qui se passe? C'est les anciens puissants qui souvent sont massacrés. Parmi ces gens, il n'y a pas eu un seul blessé, pas un seul mort. Tandis qu'au sein de la population, au sein du peuple, il y a eu beaucoup de morts. Ça, je reviendrai si besoin. Jean-Marie, le Burkina Faso peut-il repartir sur des bases solides s'il exclut une partie de la classe politique? L'exclusion de la classe politique, comme, comment dirais-je, mes co-débatteurs l'ont dit, il ne faut pas, c'est-à-dire qu'on soit dans le droit en train de présenter des incantations de ce qui arrive ailleurs. Dans chaque pays dans le monde entier, le code électoral, que ce soit la Constitution, que ce soit le code électoral, c'est une émanation du peuple dans sa globalité. Il a parlé des situations insurrectionnelles. Qui parle des situations insurrectionnelles parle des situations exceptionnelles. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tout ce qui s'est passé, moi, comme on le disait tout à l'heure, le Burkina Faso est suffisamment intelligent. Tous ces gens-là se sont assis pour pouvoir pondre un texte qui convienne à l'ensemble de la population burkinabé. Nous sommes quand même, comment dirais-je, nous sommes en démocratie. La démocratie, ce n'est pas 100%. Hein. La démocratie, c'est 50% plus 1, plus 0,0,1. Donc, dès l'instant qu'on accepte, c'est-à-dire ce procédé-là, il y a la majorité des acteurs qui se sont assis et qui ont pris cette décision. De mon point de vue, vous avez 2 lectures. Vous avez une lecture inclusive, comme les membres du Burkina le disent, et vous avez une lecture internationale à travers les traités internationaux qui ont été signés. Mais de mon point de vue, ce n'est pas la CEDEAO, c'est vrai qu'ils viennent de temps en temps, c'est-à-dire ils jouent leur rôle de pouvoir régler les crises le plus rapidement possible, mais en définitive, de mon point de vue, c'est au peuple burkinabé de pouvoir décider de ce qui se passe chez lui. Et non, si vous voulez, un arrêt qui a été pris par la CEDEAO. La CEDEAO est complètement extérieure par rapport à la réalité que le peuple burkinabé a vécue, comme mon co-débatteur le disait tout à l'heure, pendant 27 ans. Adissa Alira, est-ce qu'il n'y a pas de risque quand même que ce type d'exclusion nourrisse des frustrations? Déjà, il y a le fait que vous insistiez sur le thème de l'exclusion. Or, c'est vraiment là le nœud gorgien dans la situation du Burkina. Comme vous avez pu le constater, on peut prendre à témoin la communauté internationale, c'est un des pays où le tissu social est une réalité où les gens sont vraiment dans le vivre ensemble au quotidien. Et c'est la réalité s'est traduite par le fait qu'il n'y a pas eu d'affrontement. Vous prenez la situation du Burkina Faso aujourd'hui et on pourrait, sans aucun effort, imaginer n'importe quel pays en Afrique. On irait tout de suite vers quelque chose d'explosif. Donc, au Burkina Faso, on n'a pas cette culture, heureusement,
de l'exclusion. Donc, d'une façon générale, toutes les couches du Burkina Faso sont incluses dans le processus, et ça depuis le début. Donc pour moi, c'est l'inclusion qui a été orchestrée au-delà de ce qu'elle traduit comme réalité, parce que, encore une fois, il faut savoir que pendant 3 décennies, il y a eu une mainmise sur les affaires politiques, le pouvoir d'État, et ça, par contre, ça c'est une réalité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'émanation ce n'est pas la volonté des Burkinabés dans leur ensemble d'exclure quelqu'un sur la base de je ne sais pas quelle prétendue appartenance. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Au Burkina Faso, l'assaut de l'armée contre l'ex-régiment de sécurité présidentielle est terminé. Les éléments de ce qui a été le RSP aujourd'hui dissous ont fini par déposer les armes. Le pays veut désormais tourner la page de ce coup d'État militaire. Et l'Afrique des Grands Lacs était ce mardi au cœur d'une réunion en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a notamment été question de l'application de l'accord cadre conclu en 2013, un accord rendu difficile par la multiplication des crises dans la région. Adama Coulibaly, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause. À l'instant, la 3e partie de l'Africa Newsroom. A tout de suite.